Le soir du 12 octobre, l'opérateur de service du comté de Cleveland reçut un appel d'un habitant du complexe résidentiel Norman Heights, dans la ville de Norman, État d'Oklahoma. L'homme rapporta brièvement. Devant l'entrée de la maison de sa voisine gisait une femme. Elle était immobile, ne réagissait pas aux interpellations. Il souligna qu'il n'avait pas osé s'approcher de près, car il avait peur des conséquences possibles et avait préféré appeler immédiatement les secours. L'opérateur précisa l'adresse, contacta l'équipage de patrouille le plus proche et envoya parallèlement une ambulance. Dans la base, l'appel fut enregistré à 19h32. Quelques minutes plus tard, les premiers agents de police arrivaient sur place. Le tableau qu'ils découvrirent parut immédiatement étrange. Près de la porte d'une des maisons mitoyennes du complexe se trouvait une femme. Elle était allongée sur le dos, sans signe de conscience. Le pouls était à peine perceptible. On remarqua une blessure à la tête, mais aucune trace de lutte alentour. La porte était fermée, la serrure intacte. Les fenêtres de la maison n'étaient pas brisées. Le perron d'entrée était propre, sans objets éparpillés ou traces d'effraction. Quelques minutes plus tard, une ambulance arriva devant la maison. Les médecins commencèrent les mesures de réanimation directement sur place. Pouls instable, respiration intermittente. La femme fut transportée sur une civière et amenée, sous escorte policière, au service des urgences de l'hôpital le plus proche. À ce moment-là, l'incident était encore classé comme appel médical. Les événements suivants se déroulèrent déjà à la clinique. Les médecins procédèrent à un examen complet. Grave traumatisme crânien, accompagné d'hémorragie interne. L'état fut immédiatement évalué comme critique. La femme fut branchée aux appareils. Des procédures d'urgence furent pratiquées, mais même après celle-ci, aucune amélioration ne survint. Elle restait inconsciente. Les pronostics étaient très réservés. Le médecin de garde informa la police. État extrêmement grave, chance minimale. Cela éleva automatiquement le niveau d'attention accordé à l'affaire. Le lendemain, les médecins constatèrent une dégradation. Au matin du 14 octobre fut établi le diagnostic. Les blessures subies étaient incompatibles avec la guérison. La mort fut officiellement constatée. Dès ce moment, l'incident cessa d'être seulement un cas médical. Cela devint une enquête criminelle. Il incombait aux enquêteurs de découvrir ce qui s'était exactement passé devant la porte de la maison de Harris et qui y était impliqué. Les événements se déroulent dans le complexe résidentiel Norman Heights, situé dans la ville de Norman, État d'Oklahoma. Ce quartier était un exemple typique de banlieue américaine. Les maisons, principalement en briques, construites selon un plan uniforme. Chacune possédait un terrain soigné avec une pelouse entretenue, une clôture standard et une allée pour la voiture. L'atmosphère y semblait toujours prévisible et calme. Les voisins se connaissaient par leurs prénoms, communiquaient lors des réunions et s'entraidaient pour de petites questions domestiques. Le soir, les rues s'animaient, quelqu'un promenait son chien, quelqu'un sortait courir et quelqu'un s'asseyait simplement sur le perron avec une tasse de café. Le niveau de criminalité dans le quartier était faible. Les policiers se rendaient rarement à Norman Heights et principalement pour des broutilles. Quelqu'un se plaignait d'une fête bruyante, quelqu'un s'était fait voler son vélo. Parfois, des conflits domestiques étaient signalés. Tout cela créait un sentiment de sécurité. Pour les habitants locaux, il était habituel de dire « Chez nous, rien de grave ne se passe jamais ». C'est précisément pourquoi la tragédie qui survint plus tard fut perçue comme quelque chose d'incroyable. Mais si l'on observe attentivement le tableau, les premiers signes inquiétants commencèrent à apparaître bien avant octobre. Au printemps 2023, des plaintes commencèrent à arriver au commissariat de police. D'abord, une famille signala la disparition de son chat. Une semaine plus tard, une autre fit de même, puis une troisième. Les plaintes concernant les disparitions d'animaux domestiques se répétèrent, mais personne ne reliait cela en un tableau d'ensemble. Les policiers enregistrèrent les déclarations dans le registre et n'y accordèrent pas grande importance. Dans les rapports,
Ils indiquaient que les animaux avaient pu simplement s'enfuir. À ce moment-là, personne n'avait l'idée que ces disparitions étaient liées à quelque chose de plus grave. Le signal suivant arriva en été. Dans une benne à ordures près de l'école, des détritus prirent feu. Quand les pompiers éteignirent les flammes, il s'avéra que des jouets en plastique y brûlaient. Certains objets furent complètement carbonisés, mais parmi les restes, on distinguait des pièces métalliques. Pour la police, cela ressemblait à une farce de voyous. L'incident fut rapidement clos, sans ouvrir d'enquête séparée. Tous ces événements semblaient alors disparates. La disparition d'animaux était perçue comme une série de cas domestiques, et l'incendie de la benne fut imputé à des adolescents qui avaient décidé de s'amuser. Entre ces affaires au commissariat, on n'établissait même pas de parallèle. Mais c'est précisément dans ces détails que l'on vit plus tard les premiers signes que ce qui se passait à Norman Heights n'était pas fortuit. Les voisins décrivaient la vie du quartier comme absolument paisible. L'une des habitantes déclara « Je pouvais tranquillement laisser ma porte non verrouillée et aller faire les courses, et l'idée que c'était dangereux ne me venait même pas à l'esprit. » Un autre homme se souvenait « L'incident le plus grave chez nous, c'est quand les adolescents faisaient du bruit après un match de football. » Pour la police, Norman Heights était une zone où l'on pouvait ne pas s'attendre à des problèmes. C'est précisément pourquoi ce qui arriva dans la maison de Madame Harris devint un moment décisif. Ce fut le premier crime grave dans l'histoire du complexe. Ce qui était auparavant perçu comme un lieu sûr et habituel se révéla soudain être le point où commença une chaîne d'événements qui changea la vie de nombreuses personnes. L'étape suivante de notre histoire, c'est le moment où la police fut confrontée pour la première fois au véritable tableau de l'incident et commença à rassembler les premiers faits en une enquête unifiée. Toute histoire similaire à son point de départ. Et il est toujours lié aux actions les plus simples en apparence. Les policiers commencent par l'élémentaire. Ils fixent l'adresse, l'heure de l'incident, appellent des patrouilles supplémentaires et les médecins. Mais le plus important, c'est la première inspection du territoire. Les agents font le tour des maisons autour du lieu de l'incident, sonnent aux portes, parlent avec les gens qui vivent littéralement de l'autre côté du mur ou en face. Tous les témoignages sont consignés au procès-verbal, même s'il s'agit de détails apparemment insignifiants. Quelqu'un a entendu du bruit, quelqu'un a remarqué de la lumière à une fenêtre, quelqu'un a vu une voiture familière. Dans de tels détails se cachent parfois les indices les plus importants. Parallèlement, on établit une liste des contacts de la victime. Cela signifie que les enquêteurs examinent les derniers appels, les correspondances, notent avec qui elle communiquait le plus souvent. Tous les noms entrent dans l'affaire, parents, collègues, voisins, connaissances fortuites. Une telle liste s'étend généralement rapidement. Des dizaines de noms, différentes adresses, différents liens. Mais c'est précisément elle qui permet de cerner le cercle de personnes qui pourraient savoir quelque chose ou être impliquées. À la fin du premier jour, l'enquête disposait déjà d'une liste impressionnante pour les interrogatoires. C'est de la routine, mais aucune enquête ne s'en passe. Ici se manifeste le premier signal important. Plusieurs voisins racontèrent qu'au cours des dernières semaines, ils avaient entendu plus d'une fois de violentes disputes entre Madame Harris et son neveu. Selon eux, le conflit se résumait presque toujours à de l'argent. L'homme demandait une aide financière et la femme refusait, ce qui provoquait des scandales. Sur ce fond, il s'avéra que le neveu avait effectivement de sérieuses dettes. Des documents officiels confirmaient ses problèmes de crédit et d'emprunt fréquents. Pour l'enquête, cela semblait extrêmement logique. S'il y a une crise financière, il y a aussi un mobile. Ces informations distinguèrent immédiatement le neveu parmi les autres figures de la liste. Il s'avéra être le seul qui avait non seulement un contact personnel avec la femme, mais aussi un mobile compréhensible et tangible pour le conflit. Dans les documents de cette période, on peut trouver la formulation. Les circonstances indiquent la présence d'un intérêt cupide. Les enquêteurs estimèrent que c'était précisément cette version qui nécessitait une vérification prioritaire. Après analyse des témoignages et des faits,
la police décida d'accorder au neveu un statut particulier, personne présentant un intérêt. C'est une formulation juridique utilisée quand une personne n'est pas encore suspecte, mais que ses actions ou les circonstances de sa vie suscitent une attention accrue. Pour l'enquête, cela signifiait une chose. La première direction sérieuse de vérification devenait la version d'une agression dans un but lucratif. Dans les procès-verbaux de cette période, cette version est inscrite de manière parfaitement claire. La logique semblait infaillible. Dette, conflit constant, disputes émotionnelles et mobiles évidents. Tout s'assemblait en un tableau compréhensible. Les enquêteurs se concentrèrent sur le travail avec cette piste. À ce moment-là, personne ne pouvait supposer que ce n'était que le premier pas dans une longue chaîne qui mènerait à des conclusions tout à fait différentes. Ainsi, l'enquête fit son premier arrêt. La version d'un crime cupide commis par un parent. Mais par la suite, c'est précisément cette certitude qui jouerait son rôle quand de nouveaux faits forceraient l'enquête à changer de direction et à chercher plus loin. Ici entrent en action les criminalistiques. Leurs actions paraissent à première vue monotones et même routinières, mais c'est précisément ce travail qui détermine ce que sera la suite de l'enquête. L'examen commence par les choses les plus évidentes. On fixe les portes, fenêtres, serrures. Chaque détail est photographié, et ce sous différents angles, pour pouvoir ensuite, lors de l'analyse, reconstituer le tableau complet. La porte d'entrée est photographiée ouverte et fermée. En gros plan, on fixe les poignées. Trou de serrure. Gond. Ensuite, l'attention se porte sur les objets se trouvant dans l'entrée. Poussière, taches, traces de chaussures. Tout cela est soigneusement consigné au procès-verbal. Puis le travail se déplace à l'intérieur. Les criminalistiques examinent les tapis, prélèvent des échantillons sur les meubles rembourrés, prêtent attention même à des détails comme les emballages laissés sur la table ou une tasse à moitié bue. Tout cela forme un ensemble cohérent de données, traces, échantillons, photographies, schémas. Chaque trouvaille reçoit son numéro pour qu'il n'y ait pas ensuite de confusion. Au final se forme un procès-verbal d'examen de la scène de crime. Et déjà ce seul document peut occuper des dizaines de pages. Il fixe chaque détail, de l'emplacement d'une chaise dans le salon à l'état de la serrure de la porte d'entrée. C'est précisément sur de tels détails que se construisent ensuite les versions de l'enquête. Oui, et cela s'avéra être un moment extrêmement important. Sur le chemin menant à la maison, les criminalistiques remarquèrent une empreinte de semelle. La terre, après une pluie récente, était molle, et la trace resta distincte. Au début, personne n'y accorda d'importance particulière. De telles traces sont fortuites, et elles pouvaient appartenir à n'importe quel passant. Mais les spécialistes décidèrent de la fixer, au cas où. L'empreinte fut photographiée en utilisant une règle graduée. Plusieurs clichés furent pris sous un angle. Puis on prit un moulage en plâtre pour préserver le relief exact. Déjà à ce moment-là, il devint clair que grâce à cette empreinte, on pourrait déterminer non seulement la pointure de la chaussure, mais aussi les particularités d'usure. De telles petites irrégularités et fissures sur la semelle permettent parfois de relier une trace à une paire de chaussures précises. Quand les résultats de l'expertise arrivèrent au commissariat, les enquêteurs reçurent un rebondissement inattendu. Les experts indiquèrent clairement l'empreinte appartenait à une chaussure de petite pointure. Elle ne correspondait pas à un homme adulte. De plus, la forme et la profondeur de la trace indiquaient que cette chaussure était légère, sans les alourdissements caractéristiques des modèles adultes. Le moulage correspondait par ses paramètres plutôt à des baskets que portent habituellement les adolescents. Cela devint la première contradiction sérieuse dans l'affaire, car la version initiale était construite autour d'un adulte avec un mobile compréhensible, le parent qui avait des dettes et un conflit avec la défunte. Tous les faits semblaient logiques. Mobile, possibilité, profit potentiel. Mais l'indice obtenu grâce à l'expertise détruisait la cohérence de cette version. Le mobile pointait vers un adulte et la trace parlait de toute autre chose. À partir de ce moment, l'enquête cessa d'être linéaire.
La police comprit que l'affaire ne se limiterait pas à une simple vérification des proches parents et de leurs alibis. Il devint nécessaire d'examiner un cercle plus large de versions, y compris celles qui semblaient initialement peu réalistes. Et c'est précisément cette contradiction, mobile adulte contre indice adolescent, qui devint le point clé à partir duquel l'enquête avança plus loin. Selon les règles établies dans de telles situations, une personne avec le plus grand nombre de coïncidences par le mobile et les circonstances ne peut rester sans attention. Le neveu de la victime se trouva au centre de l'attention immédiatement après les interrogatoires des voisins qui racontèrent ses dettes et ses relations tendues avec sa tante. Les policiers décidèrent de l'amener au commissariat pour un interrogatoire officiel. C'est une étape standard. Même si la culpabilité n'est pas encore prouvée, toute piste doit être vérifiée le plus soigneusement possible. On le fit entrer dans la salle d'interrogatoire, une pièce au mur blanc, avec une caméra dans un coin et des microphones qui fixent chaque détail de la conversation. 2 enquêteurs étaient là présents. L'un tenait le procès-verbal et précisait les détails, l'autre surveillait les réactions et posait les questions directes. L'atmosphère était professionnelle, sans pression, mais formelle. Chaque mot était fixé et sa précision dépendait de l'orientation de toute l'enquête. C'est précisément dans de tels moments que se révèlent souvent des contradictions qui soit renforcent les soupçons, soit les dissipent complètement. Ainsi commença la procédure d'interrogatoire officielle. Quand on lui proposa d'expliquer où il se trouvait le soir de l'incident, le neveu désigna immédiatement sa position. Il nia catégoriquement toute implication dans l'agression. De plus, il déclara avoir un alibi concret. Selon lui, le jour de l'incident, il était allé au centre commercial Sooner Mall. Là, il avait rencontré un ami, était entré au cinéma, puis s'était rendu dans un des magasins d'alimentation où il avait fait un petit achat. Pour renforcer ses paroles, il précisa même le nom du magasin et décrivit l'emplacement de la caisse où il avait payé. Les enquêteurs portèrent immédiatement attention aux détails. Le lieu indiqué, le cinéma et les magasins, tout cela était en des territoires équipés de caméras de vidéosurveillance. De plus, en cas d'achat, devaient ne subsister des données de transactions par carte bancaire ou un ticket de caisse. Son récit était composé de telle manière que la vérification devenait une question de technique. Mais en même temps subsistait l'intrigue. Une personne avec un mobile évident avait présenté un alibi qui semblait convaincant à première vue. Il incombait à l'enquête de vérifier ses paroles. Pour cela, il était nécessaire de demander les enregistrements des caméras du centre commercial, d'interroger les employés du magasin et du cinéma, et aussi de vérifier les données des opérations bancaires. Si au moins un des maillons de son histoire se confirmait, les soupçons à son égard s'affaibliraient considérablement. Si au contraire des divergences se découvraient, la version de son alibi s'effondrerait, et alors il resterait le principal suspect. Ainsi se dressa devant les détectives une nouvelle étape de travail. La version principale, meurtre par cupidité commis par un parent, semblait logique et compréhensible. Mais l'indice, sous forme de traces de petites chaussures trouvées près de la maison, suggérait déjà une contradiction possible. Maintenant, tout dépendait de la vérification de l'alibi du neveu. Cette étape devait montrer s'il se trouvait réellement au centre commercial au moment de l'incident, ou si ses paroles n'étaient qu'une tentative de se cacher derrière une histoire commode. L'enquête avançait. Et c'est précisément cette vérification qui devait déterminer si le neveu restait dans le statut de principal suspect ou si l'attention de la police se reportait sur une autre figure. Comment vérifie-t-on un alibi à l'ère numérique quand chaque action d'une personne laisse une chaîne de petites traces importantes? C'est précisément cette question qui devint principale pour les enquêteurs quand ils reçurent les premiers témoignages du neveu. D'un côté, il avait un mobile compréhensible. Dette, conflit avec la tante, dispute possible à cause d'argent. De l'autre, il insistait sur le fait qu'au moment de l'agression, il se trouvait au centre commercial. La vérification de telles déclarations est une pratique standard, mais ici elle acquit une signification particulière, car il s'agissait de la version principale sur laquelle on misait depuis le début. La première étape de la vérification fut les enregistrements des caméras de surveillance. Le centre commercial Sooner Mall est un grand bâtiment où les caméras sont installées pratiquement à chaque pas.
près des entrées centrales, près des portes latérales, dans les couloirs, près du magasin d'alimentation, dans la zone de parking. Les enquêteurs demandèrent tous les matériaux du soir de l'incident. Le visionnage prit des heures. Les détectives rembobinaient l'enregistrement, s'arrêtaient sur chaque image, vérifiaient l'heure exacte. Et voilà le résultat. Sur l'enregistrement d'une des caméras, on voit le neveu entrer par l'entrée principale. Dans le cadre se fixe son visage, ses vêtements, sa démarche. En bas de l'écran s'affiche la date et l'heure. Tout coïncide avec ce fameux soir. Ce fut la première preuve solide que ces paroles ne pouvaient pas être simplement écartées comme une excuse. Mais une seule vidéo ne suffit pas. La caméra pouvait montrer son entrée dans le bâtiment, mais personne ne garantissait qu'après quelques minutes, il ne l'avait pas quitté, était arrivé au quartier de Harris et n'avait pas eu le temps de revenir. Pour l'enquête, il était important d'exclure une telle possibilité. C'est pourquoi ils continuèrent à chercher une confirmation indépendante. L'étape suivante, les transactions bancaires. Une personne ordinaire passe rarement une soirée dans un centre commercial sans laisser de traces numériques. Achat, retrait de liquide, utilisation de cartes dans des cafés. Une demande fut faite aux magasins et banques desservant les clients de ce complexe commercial. Le résultat ne se fit pas attendre. On trouva un ticket de caisse dans un magasin d'électronique. L'heure d'achat coïncidait avec la période clé quand eut lieu l'agression contre Harris. La marchandise était simple, un petit accessoire pour téléphone. Mais c'est précisément ce fait qui joua un rôle. Le vendeur, interrogé plus tard par la police, se souvint du moment de la transaction. Il nota que le client avait longtemps posé des questions, choisi le modèle, s'était attardé près de la vitrine. Ainsi apparut dans l'affaire une autre confirmation. La personne se trouvait physiquement à l'intérieur du centre commercial et non dans le complexe résidentiel. Maintenant, l'enquête avait deux sources indépendantes, enregistrement vidéo et transactions financières. Ensemble, elles créaient ce qu'on appelle un alibi en béton armé. Ce n'était pas seulement une allusion ou une coïncidence indirecte, mais des faits qu'il était impossible de réfuter. Pour la police, cela signifiait une chose. La version du crime cupide de la part du parent s'effondrait complètement. Au niveau juridique, son statut fut reconsidéré. Si au début il figurait comme personne présentant un intérêt, après vérification, il fut exclu de la liste des suspects. Dans les procès-verbaux apparut une formulation claire. Soupçon non confirmé, alibi vérifié et confirmé. Pour la famille Harris, ce fut un choc. Ils étaient sûrs que c'était précisément lui qui pouvait être impliqué. Pour la police, cela devint un retour au point initial, quand la version qui semblait la plus logique cessa d'exister. Mais l'enquête ne pouvait s'arrêter. Sur fond de versions qui s'effondraient, toute l'attention se reporta sur ce qui était auparavant considéré comme un détail secondaire. Il s'agissait de l'empreinte de semelle trouvée près de la maison de la victime. À l'époque, cela semblait un indice mineur, mais maintenant la trace devenait la seule piste. La particularité était que l'empreinte appartenait à une chaussure de petite pointure. Les experts l'avaient immédiatement désignée comme adolescente. À partir de ce moment, la direction de l'enquête changea. Le mobile principal lié aux parents adultes et aux dettes disparut. Il ne resta qu'un étrange indice qui contredisait la logique initiale de l'affaire. Il incombait à l'enquête de suivre un chemin plus complexe, découvrir à qui pouvait appartenir cette chaussure et comment cette personne s'était trouvée à proximité au moment de la tragédie. C'est précisément cette trace qui devenait maintenant le centre d'attention, ouvrant une nouvelle ligne d'enquête et changeant toute la perception de ce qui s'était passé. Comment trouver une personne avec des chaussures d'une pointure déterminée dans tout un quartier résidentiel? Cette question devint clé pour les enquêteurs après que la version initiale avec le neveu fut fermée. Ils n'avaient en main qu'une trace de semelle, faite visiblement non par un adulte, mais cela suffisait pour continuer la recherche. Dans les conditions du quartier, Norman Heights, qui était considéré comme prospère, sûr et pratiquement dépourvu de criminalité,
Cette tâche ressemblait à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Néanmoins, il était impossible de s'arrêter. Les enquêteurs décidèrent de revenir à la méthode éprouvée par des décennies, aux conversations directes avec les voisins, mais maintenant déjà avec une autre formulation des questions. Précédemment, juste après l'incident, les interrogatoires des habitants avaient un caractère général. On demandait d'éventuels conflits, qui avait vu la victime en dernier, qui était passée près de sa maison le soir. Cela n'avait alors rien donné de significatif. Maintenant, l'accent se déplaçait. Les détectives posaient une question directe. Personne n'avait-il remarqué un comportement étrange parmi les jeunes habitants ou quelque chose qui sortait du tableau habituel de la cour? Et déjà, les premières conversations montrèrent que la direction était bien choisie. Les gens commencèrent à se souvenir de ce à quoi ils n'avaient pas accordé d'importance auparavant. Et de manière inattendue, les témoignages de différents voisins commencèrent à converger. Dans plusieurs maisons à la fois résonna le même nom, Lewis. Les habitants se souvenaient d'une famille qui se tenait à l'écart. Les adultes ne communiquaient presque pas avec les voisins. Et leur fils, selon les témoins, se comportait de manière fermée, se trouvait souvent seul et semblait comme détaché de tout ce qui se passait autour. L'un des voisins dit « Il marchait toujours tout seul, regardait par terre, ne saluait pas, pouvait apparaître dans les endroits les plus inattendus. De telles caractéristiques ne le rendaient pas encore coupable. Mais le fait que différentes personnes indépendamment les unes des autres pointaient une seule famille était un signal pour la police. Le nom qui apparut pour la première fois dans les documents de l'affaire, Ryan Lewis. Au moment des événements, il avait environ 12 ans. On le décrivait comme silencieux, évitant les autres, s'asseyant parfois longtemps sur le perron ou errant dans le terrain vague près de l'école. Plusieurs voisins notaient qu'il participait rarement aux jeux communs et observait plus souvent de côté. Quelqu'un disait que son regard était perdu ou inquiétant. Tout cela pouvait être de simples particularités de caractère, mais en conjonction avec la trace trouvée, de tels témoignages commençaient à jouer un rôle. Les enquêteurs allèrent plus loin. Ils commencèrent à rapprocher les récits avec les petits incidents déjà connus. Et là, s'ouvrirent de nouvelles coïncidences. L'un des habitants informa qu'il avait vu Ryan le jour où dans les bennes à ordures brûlèrent les restes de jouets. À l'époque, cela ressemblait à une farce d'adolescent habituelle. Un autre voisin se souvint que c'était précisément lui qui errait dans la cour, au moment où chez la famille Sanders disparut le chat. Et encore, on n'y avait alors pas fait attention, mais dans la nouvelle perspective, de tels détails semblaient différents. Il se dessinait une chaîne de liens indirects, traces de chaussures coïncidant avec une pointure d'adolescent, repli sur soi et détachement dans le comportement. Mention régulière de sa présence près de petits incidents qui à l'époque semblaient fortuits. Tout cela ne donnait pas de preuves solides, mais formait une base pour une nouvelle version. En criminalistique, de telles coïncidences sont appelées arrière-plans, qui aident l'enquête à construire une direction. À cette étape, Ryan Lewis tomba officiellement dans le champ de vision de la police. Pour l'instant, il n'était pas accusé, même pas suspect au sens juridique. Mais son nom se trouva pour la première fois dans les procès-verbaux comme figurant à vérifier. C'est précisément à partir de ce moment que l'enquête commença à se dérouler dans une nouvelle direction, où chaque détail, chaque épisode du passé recevait maintenant un tout autre poids. Il restait à faire le plus important. Vérifier s'il existait un lien direct entre les indices disponibles et cette personne. Et c'est ici que l'enquête devait faire le pas suivant, en partant des coïncidences indirectes déjà trouvées. Pour transformer les rumeurs et témoignages indirects en base légale pour des actions, la police devait passer par une procédure juridique claire. Aux États-Unis, cela se présente assez strictement. Même si les voisins nomment un nom, même si les soupçons semblent évidents, pour une perquisition, il faut un mandat. Sans lui, toute preuve trouvée n'aura pas de force juridique. C'est pourquoi les détectives du comté commencèrent à rassembler un dossier de documents. Y entrèrent tout ce qui était déjà en main. Témoignages répétés des voisins qui mentionnaient la famille Lewis,
Information que c'était précisément Ryan qu'on voyait près des lieux où se produisaient de petits incidents comme la disparition d'animaux et l'incendie dans la benne à ordures, plus la coïncidence de la pointure de la trace de chaussure fixée près de la maison de Harris. Ce complexe de faits s'avéra suffisant pour que le procureur soutienne la demande et présente les matériaux au juge. Le tribunal du comté de Cleveland examina la requête en procédure accélérée. De telles affaires exigent de la rapidité. Il y a risque que les indices soient détruits ou déplacés. Au final, le document fut signé et dès le matin du jour suivant, le groupe d'enquête se rendit à l'adresse de la famille Lewis. La visite commença officiellement. Les policiers présentèrent le mandat, fixèrent l'heure d'arrivée et procédèrent à la procédure standard. Pour les observateurs extérieurs, tout semblait routinier. Dans la cour du complexe se tenèrent des voitures, les voisins vaquaient à leurs occupations. Mais c'est précisément à ce moment que se produisait ce qui devait déterminer la direction ultérieure de l'enquête. La perquisition se déroule toujours selon un algorithme éprouvé. D'abord, on vérifie les pièces communes, salon, cuisine, garage. Dans la maison Lewis, tout semblait tout à fait typique. Meubles, appareils électroménagers, rien de suspect. Mais les opérationnels savaient que les trouvailles clés se cachant le plus souvent dans les pièces personnelles. C'est précisément pourquoi l'attention se concentra sur la chambre de Ryan. Visuellement, c'était une chambre d'adolescent habituelle. Livres, cahiers, ordinateur, quelques affaires éparpillées. Cependant, le protocole exige de ne pas se fier à la première impression. Chaque étagère, chaque tiroir se vérifie et se fixe. Quand les agents arrivèrent à l'armoire, le regard fut immédiatement attiré par un sac à dos sombre posé sur l'étagère du bas. L'objet semblait quotidien. Mais son emplacement parut étrange. Il était soigneusement caché, comme si on l'avait spécialement éloigné des regards. Selon l'instruction, le sac à dos fut sorti sur la table, fixé en photo et ouvert en présence de témoins. À l'intérieur se trouvaient des objets habituels, cahiers, crayons, quelques petites affaires. Mais parmi eux se trouvait un petit paquet enveloppé dans un tissu. En dépaquetant le tissu, les policiers virent un bijou, une fine chaînette avec un pendentif. Dans le rapport fut noté « objet féminin » avec des traces évidentes de porc. Ce n'était pas une chose neuve de magasin. Le métal avait noirci. Le pendentif avait des rayures caractéristiques qui n'apparaissent qu'après des années d'utilisation. Les agents comprirent immédiatement qu'une telle trouvaille ne pouvait s'expliquer par le hasard. Les actions ultérieures furent strictement réglementées. La chaînette fut saisie, emballée dans un sac séparé et inscrite au procès-verbal. Mais le seul fait de saisie ne suffit pas. Pour transformer l'objet en indice, il fallait confirmer son appartenance. Pour cela, l'enquête invita la fille de la femme décédée. La procédure se déroula officiellement dans une pièce séparée, en présence de témoins et d'un avocat. On montra le bijou à la jeune fille. Elle le reconnut sans hésitation. La chaînette appartenait à sa mère, et celle-ci la portait presque chaque jour. Dans le procès-verbal fut inscrit « Reconnaissance effectuée, appartenance confirmée par la parente ». À partir de ce moment, la chaînette cessa d'être simplement une trouvaille. Maintenant, c'était un objet qui reliait directement la maison de la famille Lewis à la victime. Un tel objet était impossible à expliquer par une coïncidence. Ce n'était pas une chaussure qui peut être similaire chez beaucoup. C'était un objet personnel ayant un propriétaire concret. Et il se trouvait caché dans la chambre du garçon. Ainsi, l'enquête fit un pas brusque en avant. Des allusions indirectes et conversations. L'enquête passa à une preuve matérielle. Et c'est précisément cela qui changea le cours de l'affaire. À partir de ce moment, la police devait se concentrer sur l'établissement de la manière dont le bijou était arrivé chez Ryan et quel rôle il avait joué dans les événements d'octobre. Quand l'enquête dispose des premiers indices, cela est toujours perçu comme une grande percée. Mais en réalité, toute trouvaille, que ce soit un objet, une empreinte ou une trace de chaussure, n'a pas de force juridique par elle-même. Lors d'un interrogatoire, on peut énoncer des suppositions, mais au tribunal,
elles ne fonctionnent pas. Là ne sont acceptés que les faits confirmés par des expertises. C'est précisément pourquoi, après la perquisition et la saisie d'objets, les spécialistes firent ce qui se fait toujours dans de tels cas. Ils dressèrent des actes, fixèrent soigneusement chaque indice et les envoyèrent aux recherches de laboratoire. C'est une procédure standard, mais c'est précisément elle qui permet de faire passer l'histoire du domaine des suppositions à la sphère du prouvé. La chaînette avec pendentif trouvée dans le sac à dos fut envoyée au département des expertises génétiques. Avant de commencer le travail, les criminalistiques firent une série de photographies de l'objet sous différents angles, fixèrent son état dans le procès-verbal, mentionnèrent même de petites rayures et salissures. Puis le bijou fut placé dans un sac stérilisé et seulement après cela, les spécialistes procédèrent au prélèvement d'échantillons. Pour cela, ils utilisèrent des tampons de coton avec lesquels ils collectèrent des particules microscopiques de la surface du pendentif et du maillon de la chaînette. Au laboratoire, de tels échantillons passent par un processus complexe d'extraction d'ADN. La méthode permet de trouver du matériel génétique même quand il est extrêmement peu. Dans ce cas, les experts découvrirent sur la chaînette des traces de cellules épithéliales, restes de peau invisibles à l'œil. Ils les comparèrent avec des échantillons de contrôle prélevés à l'avance chez les parents. La coïncidence s'avéra complète. Le profil ADN appartenait à Sophia Harris. Cela signifiait que l'objet s'était réellement trouvé auprès d'elle peu avant l'incident. La formulation de la conclusion sonnait clairement. L'objet se trouvait en contact direct avec la victime. Pour l'enquête, ce fut la première preuve solide du lien de la chambre de Ryan avec la victime. Parallèlement se menait le travail sur l'autre indice matériel clé, les baskets. Leur semelle fut photographiée, des moulages tridimensionnels furent pris et inscrits dans la base électronique. La tâche principale des experts était de les confronter avec l'empreinte trouvée près de la maison de Harris. La comparaison visuelle donna les premières coïncidences, pointure, forme du relief, profondeur du dessin. Mais pour fixer définitivement le résultat, les spécialistes utilisèrent des programmes informatiques de superposition d'images. Ici, chaque détail est important. Même si deux paires de chaussures du même modèle et de la même pointure, chacune acquiert graduellement des défauts individuels, fissures, ébréchures, usures irrégulières. Dans ce cas, les experts distinguèrent plusieurs particularités uniques, usures sur le talon droit, ébréchures sur le bord du relief et traces caractéristiques en forme d'arc. Tous ces éléments étaient quand même présents aussi bien sur la semelle des baskets que sur le cliché de la trace du lieu de l'incident. La coïncidence était si précise que les experts exclurent la probabilité d'erreur. Dans le procès verbal apparut la formulation « trace laissée par la paire de chaussures concrètes saisie chez Ryan Lewis ». Ainsi, l'enquête reçut deux arguments de poids. Premier, la chaînette que reconnut la fille de la victime, confirmée par l'expertise ADN et appartenant indiscutablement à Sophia. Deuxième, l'empreinte de chaussures près de sa maison coïncide avec les baskets trouvées chez le suspect. Ensemble, ces faits se composaient en un système cohérent, où les paroles des voisins et les rumeurs sur le comportement étrange n'avaient plus d'importance décisive. Maintenant, la police avait un ensemble de preuves scientifiques qu'il était impossible d'imputer au hasard. Ces résultats changèrent le cours de l'affaire. Si auparavant, au centre de l'attention se trouvaient différentes versions, du conflit familial au mobile cupide du neveu, après les expertises, l'attention se déplaça définitivement. Maintenant, la tâche de l'enquête ne consistait pas à chercher un suspect, mais à reconstituer le tableau des événements. Comment exactement il agissait quand il s'était trouvé près de la maison de Harris et ce qui s'était passé après. C'est précisément cette étape de l'enquête qui devint le pas suivant. Quand les expertises fixèrent les indices dans des documents officiels et que l'enquête reçut une base factuelle sérieuse, arriva une nouvelle étape, le travail avec l'entourage, proche du suspect. Cette fois, l'attention se reporta complètement sur les parents de Ryan. Ils furent convoqués au commissariat non comme accusés, mais comme témoins, pour qu'ils donnent des explications concernant les objets trouvés. Mais même ce statut était lourd pour eux.
Dès le début, ils percevaient le simple fait des soupçons comme une tragédie personnelle et tentaient de toute leur force de montrer qu'il s'agissait de quelque erreur. Dans le cabinet d'interrogatoire, l'atmosphère était tendue. Les parents entrèrent ensemble, avec une agitation notable, mais aussi avec une préparation intérieure à défendre leur fils. Ils n'avaient pas eu la possibilité de réfléchir à une stratégie complexe. C'est pourquoi leurs réponses furent émotionnelles, mais prévisibles. En premier lieu, ils tentèrent d'expliquer la trouvaille, la chaînette découverte dans le sac à dos. Selon leur version, Ryan avait pu simplement la trouver dans la rue ou quelque part près de l'école. Ils rapportent souvent à la maison des objets quelconques qui traînent sur la route. C'est une habitude enfantine habituelle, expliqua la mère. Cette version sonna comme une tentative de transférer un indice sérieux dans la catégorie de hasard domestique. Puis la conversation passa à la trace de chaussures. Ici, les parents mirent l'accent sur le caractère massif et standard. Selon eux, de semblables baskets se trouvaient chez de nombreux adolescents du quartier, et il serait erroné de faire une conclusion sur l'implication seulement sur la base d'un modèle. Ils répétèrent plusieurs fois cette pensée, s'efforçant de souligner qu'une coïncidence était possible et n'avait pas de force probante. Toutes ces paroles furent consignées au procès verbal. Pour l'enquête, de semblables explications sont habituelles. À cette étape, les parents tentent souvent de trouver tous arguments, même les plus faibles, pour détourner les soupçons de leur enfant. Il est important de noter que formellement leurs témoignages sont pris en compte, mais ils ne reçoivent leur vraie valeur qu'après confrontation avec les faits. Et les faits rassemblés par les criminalistiques semblaient déjà à cette époque beaucoup plus convaincants que les paroles. Les résultats des expertises annulaient la ligne de défense de la famille. La chaînette contenait l'ADN de Sophia. Cela signifiait qu'elle ne pouvait être trouvée longtemps avant l'incident ou ramassée par hasard dans la rue. Le contact du bijou avec la propriétaire était direct et confirmé. Quant aux chaussures, ici les experts présentèrent un rapport complet. Superposition numérique de la trace fixée sur le lieu de l'incident sur les empreintes de la semelle des baskets de Ryan coïncida selon toute une série de signes uniques. L'usure sur le talon, les fissures et caractéristiques et l'obliquité de la semelle correspondaient complètement à la trace. Un tel niveau de coïncidence exclut le hasard. Au final, l'enquête arriva à une conclusion sans équivoque. Les explications des parents portent un caractère subjectif et ne résistent pas à la vérification sur fond de données scientifiques. Leurs paroles furent officiellement reconnues non convaincantes et la version de trouvailles fortuite ou de caractère massif des chaussures exclue comme inconsistante. La tentative de détourner l'attention des indices clés n'apporta pas de résultat. Au contraire, leur position ne fit que renforcer l'impression que la famille s'efforçait par tous les moyens de protéger Ryan de l'enquête, même quand les faits indiquaient dans la direction opposée. Pour l'enquête, cela devint une confirmation supplémentaire. La ligne de défense se construisait sur les émotions, et non sur la réalité. Ainsi, cette étape de l'affaire se termina par le fait que les parents restaient formellement témoins, mais leurs arguments perdirent du poids. L'enquête fit un pas plus loin. Maintenant, l'accent se déplaçait exclusivement sur Ryan lui-même et son implication possible. Devant se trouvait l'étape où chaque nouveau fait devenait partie du tableau entier qui se dessinait autour du principal figurant. Quand les opérationnels terminaient la perquisition dans la maison de la famille Lewis, beaucoup d'entre eux pensaient déjà que les indices les plus importants étaient rassemblés. Les objets étaient emballés, le procès-verbal presque terminé. Mais c'est précisément dans de tels moments, quand il semble que tout est déjà connu, qu'arrivent des trouvailles qui changent radicalement le cours de l'affaire. Sur l'étagère supérieure dans la chambre du suspect se trouvait une pile de cahiers et de matériel scolaire. Parmi eux se distinguait un couverture épaisse, égratignée, mais soigneusement fermée par un élastique. Au premier regard, cela ressemblait à un cahier habituel pour les devoirs ou notes, mais il suffit d'ouvrir quelques pages pour qu'ils deviennent clairs. Devant la police se trouvait non simplement un cahier, mais une clé potentielle pour résoudre toute l'affaire. C'était un journal intime. De semblables trouvailles ont toujours un poids particulier pour les criminalistiques. Contrairement aux indices matériels comme la chaînette ou les chaussures, un journal peut révéler les mobiles et l'état intérieur d'une personne
montrer ce qui se passait dans sa tête pendant la période précédant les événements. C'est pourquoi le document fut immédiatement saisi, scellé et envoyé au laboratoire pour analyse. Déjà à cette étape, les détectives comprenaient, c'est précisément ici qu'ils pouvaient trouver l'explication de ce qui jusqu'alors restait dans l'ombre. Le contenu du cahier s'avéra beaucoup plus troublant que quiconque ne l'attendait. Les premières pages semblaient assez neutres. Il y avait des listes d'affaires, de courtes notes du genre « vérifier le terrain vague »,« observer le soir ». Mais plus les experts avançaient dans les dates, plus surgissaient de questions. Dans les notes se rencontraient des descriptions de expériences, schémas avec désignation de cours, flèches indiquant des itinéraires, heures où il valait mieux sortir de la maison. L'attention particulière des spécialistes attirèrent les coïncidences entre les dates des notes et les événements du quartier. Ainsi, en mai se fixaient d'étranges remarques qui coïncidèrent avec les plaintes des voisins sur la disparition d'animaux domestiques. En juillet apparut dans le journal un dessin de benne à ordures avec l'inscription « Feu ». C'est précisément à cette époque que sur la place près de la maison fut fixé un incendie où l'on trouva plus tard des restes de jouets brûlés. Et en octobre, quelques jours avant l'agression contre la voisine, apparurent dans les notes des plans où sur le schéma étaient marquées des maisons et entrées, y compris l'adresse de Harris. Les experts notèrent que ces notes montraient une escalade. Si au début il s'agissait d'observations et d'actions inoffensives en apparence, avec le temps les remarques devenaient de plus en plus détaillées et troublantes. Le journal ne fixait pas simplement des pensées, mais créait l'impression de préparation et planification. Cela ne pouvait s'expliquer par un intérêt fortuit ou une fantaisie. Tout semblait systématique, étape par étape. Quelques pages étaient particulièrement parlantes. On pouvait y voir des schémas du terrain vague derrière l'école Norman Middle School, avec des points et flèches marqués. C'est précisément là que, des mois plus tard, la police découvrit des restes d'animaux. Une telle coïncidence semblait trop précise pour être fortuite. Pour l'enquête, cela signifiait que le journal ne reflétait pas seulement les pensées du suspect, mais était directement lié aux événements réels. Après étude du contenu, l'enquête n'eut plus de doute. Ce carnet représentait un indice à part entière. Mais pour qu'il ait une force juridique, il fallait confirmer la paternité. Pour cela fut nommée une expertise graphologique. Les spécialistes comparèrent les notes du journal avec l'écriture dans les cahiers scolaires et documents officiels de Ryan Lewis. L'étude incluait l'analyse de l'inclinaison des lettres, des erreurs caractéristiques, de la pression sur le papier. Le résultat fut sans équivoque. L'auteur du journal et le suspect, une seule et même personne. Ce fait changea la perception de toute l'histoire. Jusqu'à ce moment, les parents pouvaient affirmer que les objets trouvés étaient arrivés chez leur fils par hasard, que la chaînette avait pu être ramassée dans la rue, et les chaussures coïncidaient avec celles d'autrui. Mais le journal était impossible à expliquer de manière similaire. Il reflétait le monde intérieur, ses propres notes, ses observations et actions personnelles. C'était une preuve qui excluait toute conversation sur le hasard. Ainsi, la version selon laquelle ce qui était arrivé pouvait être un concours fortuit de circonstances s'effondra définitivement. Le journal montra que derrière toute la chaîne d'événements se trouvait un système. Il y avait planification, intention et étapes qui se suivaient les unes les autres. Pour l'enquête, cela signifiait une nouvelle étape. Maintenant, il ne s'agissait plus simplement de coïncidence, mais de preuves directes d'intention. Cette trouvaille fit du figurant de l'affaire le centre principal de l'enquête. Il incombait à l'enquête de démêler les détails, ce qu'exactement il planifiait, quels événements étaient reflétés dans les notes et comment ils étaient liés à la tragédie. Le journal devint l'indice décisif qui changea le cours de l'affaire et poussa les policiers à construire le tableau complet de ce qui se passait. Quand l'enquête rassemble tous les indices, arrive le moment qu'il est impossible d'éviter. À un certain stade de l'enquête, on ne peut plus laisser le figurant de l'affaire de côté. Il faut lui présenter les faits et entendre sa réaction. C'est précisément ce qui arriva ici. Fut nommé un interrogatoire officiel, tout en stricte conformité avec la procédure, dans une salle spécialement équipée, sous enregistrement,
en présence d'un avocat et d'un spécialiste psychologue attiré. Cette formalité était nécessaire, car en jeu se trouvait non simplement une enquête, mais le destin d'une personne, fût-elle très jeune. L'interrogatoire commença calmement. Le détective menant l'affaire utilisa initialement le protocole standard: établissement d'identité, fixation des droits, explication que la conversation se déroulait dans le cadre d'une enquête criminelle. Mais tout cela n'était qu'une introduction, préparation à la partie principale. Bientôt suivirent des questions concrètes. D'abord neutres, où il se trouvait à un moment déterminé, de quoi il s'occupait, avec qui il était en contact. Le suspect répondait par monosyllabes, sans détail, détournait souvent le regard. Déjà cela frappait. Non des éclats émotionnels, non une protestation, mais précisément la fermeture et le détachement. Puis, le détective passa aux indices. D'abord, il fut question de la trace de chaussures découverte sur le lieu de l'incident. Les enquêteurs posèrent sur la table un tableau photographique avec superposition de l'empreinte de semelle et cliché des baskets saisies dans la maison. La coïncidence était évidente. Réaction à ce qui fut présenté, absence de toute émotion. Ni surprise, ni indignation, ni tentative de s'expliquer. Seulement un « je ne sais pas », silencieux, après quoi le suspect se referma encore plus en lui-même. Puis, suivit l'étape suivante, démonstration de la chaînette avec pendentif. Cet objet avait un lien direct avec la victime, et sa découverte dans le sac à dos du suspect était le moment clé. Le détective énonça les résultats de l'analyse ADN confirmant l'appartenance du bijou. Mais même à cela, le figurant ne donna aucune réaction convaincante. Il ne commença pas à nier, ne commença pas à inventer des justifications. Seulement une déclaration sèche. « Je l'ai trouvé ». Mais aux questions précisant où exactement et quand, il n'y eut plus de réponse. Le moment le plus lourd fut la conversation sur le journal. Les experts avec Roma avaient préparé des copies de pages avec schémas et notes caractéristiques. Le détective les montra successivement, indiquant les coïncidences de date avec les événements du quartier. Ce moment peut être appelé point culminant de l'interrogatoire. Dans toute autre situation, une personne se serait mise à se défendre, chercher des explications, tenter de nier. Mais dans ce cas, la réaction fut la même. Silence. Le suspect était assis immobile, regard baissé, aucune manifestation émotionnelle. Pour les enquêteurs, c'était précisément ce détachement qui semblait le plus troublant. Le psychologue présent à l'interrogatoire nota dans le procès-verbal « Réaction émotionnelle minimale, on observe un détachement des faits présentés ». Cela ne ressemblait pas à une simple négation de culpabilité. Il semblait que le figurant ne se reliait généralement pas à la réalité de ce qui se passait. À l'étape finale de l'interrogatoire, le détective posa une question directe. « Es-tu impliqué dans l'agression contre Harris ?» Il n'y eut pas de réponse, ni affirmative, ni négative. Le suspect préféra se taire. Juridiquement, cela ressemblait à la réalisation du droit de ne pas témoigner contre soi-même. Mais pour l'enquête, ce fut encore un moment important. L'absence d'aveu signifiait que l'affaire se construirait exclusivement sur les preuves matérielles et expertise. Ainsi se termina cette étape. L'enquête n'obtint pas d'aveu, n'entendit pas de détails de la bouche du suspect. Mais à la disposition de la police se trouvaient déjà les preuves matérielles, conclusions d'experts et journal. Tout cela permettait d'avancer. Maintenant, l'histoire passait à un nouveau niveau. Devant se trouvait le tribunal, où c'est précisément ces faits, et non les paroles, qui devaient décider de l'issue de l'affaire retentissante. Le journal trouvé dans la maison des Lewis semblait en lui-même effrayant. Il contenait des schémas, notes, étranges descriptions et dates. Mais pour le tribunal, un tel matériel pouvait être interprété comme invention ou fantaisie. Les juristes comprenaient parfaitement. Sans confirmation par des faits réels, de telles notes risquaient de rester indirectes. C'est pourquoi les enquêteurs commencèrent à étudier attentivement chaque page et chaque détail. Et sur l'une d'elles, ils découvrirent ce qui changea le cours de l'enquête.
Dans le texte était mentionné un terrain vague près de l'école. L'auteur écrivait sur une expérience enterrée et laissait une description schématique près d'un poteau d'éclairage, un peu plus loin un tas de dalles de béton, non loin un versant escarpé. Ces repères coïncidaient avec l'endroit où les adolescents du quartier allaient rarement, mais tout de même se promener. Les enquêteurs comprenaient. Si les notes s'avéraient vraies, cela signifiait que ce n'était pas simplement un journal avec des fantaisies, mais un document fixant des actions réelles. Un groupe d'enquête fut formé, l'autorisation d'inspection obtenue. Sur le terrain partirent criminalistiques, agents de police et témoins. Chaque mouvement était fixé en vidéo et photo pour exclure tout doute. L'endroit s'avéra abandonné. Herbe haute, bouteilles vides, foyer qui apparemment était utilisé depuis longtemps par une compagnie d'adolescents. Mais le regard des spécialistes s'accrocha immédiatement aux coïncidences. Effectivement, se dressait un vieux poteau. Près se trouvait un tas de dalles de béton et un peu à l'écart, on distinguait une trace de feu. Tout cela coïncidait point par point avec les notes du journal. Les fouilles commencèrent prudemment. On utilisait des pelles, mais la couche supérieure était enlevée à la main pour ne pas endommager d'éventuels objets. Le sol était compact, mais déjà après quelques heures apparurent les premières trouvailles. À une profondeur de quelques dizaines de centimètres, on découvrit des poils et os de petite taille. Furent trouvés des restes non d'un, mais de plusieurs animaux. Tout était saisi selon les règles, dans des sacs, avec marquage, avec fixation au procès-verbal. Pour l'enquête, c'était un moment sérieux. Les notes du journal commençaient à se confirmer par des indices physiques. Après saisie, les trouvailles furent envoyées au laboratoire. Les experts reçurent la tâche. Procéder à une analyse complète de l'ADN à la comparaison des poils. L'enquête attendait les résultats avec un intérêt particulier, car c'était précisément eux qui devaient mettre le point dans la question de l'authenticité du journal. Quelques semaines plus tard, arriva le rapport. Il y était indiqué: dans les restes trouvés se conservaient des traces biologiques aptes à l'analyse. L'étude ADN menée établit une coïncidence avec le profil d'un animal domestique appartenant aux voisins du complexe. Ce chat figurait comme disparu depuis mai. La famille s'était adressée aux réseaux sociaux, avait collé des annonces, mais les recherches n'avaient pas donné de résultats. Maintenant, il devenait clair que son sort était lié à ces mêmes expériences décrites dans le journal. Ce résultat eut une importance clé. Il reliait en un tout toutes les lignes de l'enquête. Plainte sur les disparitions d'animaux, notes dans le journal et trouvailles factuelles. Pour l'enquête, c'était la percée finale. Aucune fantaisie abstraite, aucune trouvaille fortuite, lien direct entre les mots dans le cahier et les événements réels. À partir de ce moment, le journal cessa d'être un indice indirect. Il devint une preuve à part entière ayant un rattachement direct à l'affaire. Les enquêteurs reçurent une chaîne logique fermée. Notes textuelles, lieux concrets, fouilles, expertise biologique, appartenance confirmée de ce qui fut trouvé aux voisins. Ainsi, les indices se composèrent en système. Maintenant, l'enquête avait non seulement le tableau de l'incident et témoignages rassemblés, mais aussi une base matérielle qui reliait le figurant à une série d'épisodes. Cette percée convainquit définitivement le parquet. L'affaire pouvait être transmise au tribunal. Tout ce qui était requis se trouvait déjà entre les mains de l'enquête. Quand l'enquête approcha de l'achèvement logique de son travail, arriva ce moment qu'attendaient tous les participants du processus. Des étapes opérationnelles et vérification d'indices, l'affaire passait dans le plan juridique. Maintenant, chaque mot dans les procès-verbaux, chaque expertise et chaque document devaient acquérir la forme d'accusations officielles. C'était un seuil au-delà duquel l'enquête se transformait en affaire judiciaire. Jusqu'alors, tout ressemblait à une recherche tendue de détails d'un puzzle. Maintenant, le tableau assemblé devait se présenter devant les procureurs et, dans l'avenir, le tribunal. Dans de tels cas, le parquet joue le rôle de dernier filtre. C'est précisément ici qu'on vérifie s'il y a dans les matériaux rassemblés cette même solidité juridique
qui résistera à l'épreuve au tribunal. Et voilà qu'après évaluation minutieuse et confrontation des faits, fut prise la décision fatidique. L'affaire officiellement transmise au parquet. Cette formulation sonne sèchement et prosaïquement. Mais derrière elle se cache un énorme pan de travail, de nerfs et d'efforts de dizaines de personnes. La transmission de l'affaire signifiait une chose. Les enquêteurs étaient sûrs que la base probante était non simplement de poids, mais irréfutable. Sur la base de ces matériaux furent composées les conclusions d'accusation. Les documents semblaient sévères et froids, sans émotion superflue, mais ils reflétaient tout ce que pas à pas avaient révélé les enquêteurs. À Ryan Lewis fut présentée l'accusation d'homicide par imprudence, point clé qui devint le cœur de l'affaire. En plus de cela, lui furent imputés mauvais traitements envers les animaux, confirmés non seulement par les témoignages de témoins, mais aussi par les résultats des expertises des restes trouvés sur le terrain vague. Cependant, dans cette histoire, la culpabilité ne se limitait pas à une seule personne. Dans le champ de vision de la loi se trouvèrent aussi les parents de Ryan. Leur rôle fut désigné comme négligence criminelle. Ils connaissaient le comportement étrange de leur fils, ses passions liées à l'agression et aux expériences cruelles, mais préféraient fermer les yeux. Formellement, ils ne faisaient rien. Et factuellement, c'était précisément cette inaction qui permit aux événements tragiques de se produire. Dans la formulation juridique, cela sonnait parfaitement clair. Non-adoption de mesures pour prévenir un comportement dangereux. Cette accusation devint non seulement juridique, mais aussi morale. Ainsi, chaque point d'accusation reflétait différents côtés de cette histoire. Participation directe de Ryan, sa préparation et action, responsabilité indirecte, mais extrêmement importante des parents. Ensemble, ils formaient une ligne unique d'accusation qui maintenant devait retentir déjà dans les murs du tribunal. Et pourtant, le moment le plus choquant fut non pas quelles accusations exactement furent avancées, mais la réaction des accusés. Ryan ne reconnut pas sa culpabilité. Pendant toute l'enquête, il gardait l'indifférence, et à ce moment, son comportement ne changea pas. Ses parents refusèrent aussi de reconnaître la négligence, déclarant qu'ils ne pouvaient pas savoir et ne soupçonnaient pas l'ampleur de ce qui se passait. Les paroles formelles de défense sonnaient de manière tendue et faible. Mais c'est précisément cette position qui devint leur ligne de conduite. Cela ne signifiait qu'une chose. La révélation n'aurait pas lieu dans le silence des salles d'interrogatoire et ne serait pas accompagnée d'aveux. La vraie culmination se préparait dans la salle de tribunal, où sur les plateaux de la justice seraient posés tous les indices, expertises et témoignages de témoins. Et c'est précisément là que se déciderait définitivement le sort de Ryan Lewis et de ses parents. Le tribunal mit le point dans la partie juridique de cette histoire, mais les conséquences pour tous les participants continuaient à vivre. C'est précisément elles qui deviennent l'étape importante suivante, ce qui sort déjà du cadre des documents, mais détermine comment les gens vivront après ce verdict. Quand l'enquête considéra son travail comme achevé, arriva le moment qu'attendaient toutes les parties du processus. Sur la table du parquet se posèrent les matériaux de l'affaire, et c'est précisément là, dans le silence des cabinets du procureur, que commença une nouvelle étape, composition de la version officielle de ce qui était arrivé. Ce n'était pas simplement un document formel. La reconstitution des événements se transformait en instrument principal avec lequel l'accusation devait expliquer au tribunal et aux jurés chaque indice, chaque action et chaque conclusion faite au cours de l'enquête. La question principale sonnait ainsi. Comment, selon l'avis de l'enquête et du parquet, se développaient les événements ce jour fatal? Pour construire cette chaîne, les procureurs s'appuyaient sur tout. Résultats d'expertise médico-légale et criminalistique, données de tracologie, analyse des notes du journal, témoignages de voisins, confirmation d'experts. Chaque élément du puzzle occupait sa place. Et au final, vit le jour une version conséquente, logique, qui ne laissait indifférent aucun des participants de l'affaire. La reconstitution elle-même était présentée sous forme sèche, ciselée, privée d'émotion. Cela la rendait encore plus terrible. Selon la version de l'accusation, tout se développait de la manière suivante. Ryan, ce soir-là,
sort de sa maison. Il va dans la rue. Son itinéraire est fixé par les témoignages de plusieurs voisins qui avaient vu la figure maigre familière. Il se dirige là où se trouvait Sophia. Entre eux surgit un contact court, et bien que personne ne put transmettre exactement le contenu de leur conversation, l'enquête affirmait: il y eut un conflit. Mot pour mot, flambée d'irritation. Et c'est précisément à ce moment qu'est porté le coup. Puis l'accusation indiquait le moment qui devint clé. Le bijou qui se retrouvera plus tard dans le sac à dos du suspect fut retiré de Sophia et approprié par lui. Cela trouvait une confirmation directe dans les expertises et la reconnaissance des proches de la victime qui avaient identifié l'objet personnel. Chaque pas dans cette reconstitution s'appuyait sur des indices. La trace de chaussures sur le lieu de l'incident coïncidait avec les baskets saisies lors de la perquisition. La chaînette, avec pendentif, se trouvait dans ses affaires. Le journal trouvé dans sa chambre décrivait des actions similaires et indiquait la méthode. Et les restes d'animaux trouvés sur le terrain vague, confirmés par l'expertise ADN, rendaient le tableau complet. L'accusation soulignait: seulement si l'on assemble ces faits ensemble, ils acquièrent un sens, sinon ils restent des morceaux dispersés d'un puzzle. Néanmoins, les enquêteurs reconnurent honnêtement, dans la version restaient des lacunes. Il n'avait toujours pas été possible d'établir l'arme même avec laquelle fut porté le coup. Elle ne fut trouvée ni lors de la perquisition, ni près du lieu de l'incident. Restaient aussi inconnues les paroles exactes qui devinrent le déclencheur du conflit. C'étaient des moments qu'il était impossible de reconstituer avec une certitude complète. Et pourtant les juristes soulignaient: la présence de ces points blancs ne détruit pas la construction principale, car au centre de l'affaire se trouvaient non les paroles, mais les preuves matérielles ayant du poids au tribunal. Une telle reconstitution, même avec une clarté incomplète, avait force et signification. Elle permettait à l'accusation d'affirmer: les actions de Ryan n'étaient pas fortuites, elles étaient doses construites dans une certaine séquence. Et c'est précisément cela qui le transformait de figurant en principal accusé. Pour les jurés, cette version devait devenir un tableau dessiné non par les émotions, mais par des faits vérifiés par les laboratoires et procès-verbaux. Au final, la reconstitution devint une sorte de seuil. À partir de ce moment, l'histoire cessa d'être l'affaire seulement des enquêteurs et criminalistiques. Elle entra dans le plan juridique. Maintenant, il fallait transférer tous ces matériaux, toutes ces expertises et indices dans la salle de tribunal, où ils seraient examinés ouvertement, sous les yeux du public. Le processus judiciaire devait se transformer en arène où l'accusation et la défense s'affronteraient face à face, et le sort du suspect serait décidé non par des suppositions, mais par cette même chaîne de preuves rassemblées pas à pas. La culmination de cette affaire arriva quand l'enquête fut achevée et tous les matériaux furent transmis dans la salle de tribunal. À cette étape, l'histoire cessa définitivement d'être simplement une succession de procès-verbaux, expertises et témoignages. Tout ce que les enquêteurs rassemblaient par bribes devait passer par la dernière vérification, par le processus judiciaire, où la parole revenait, et à l'accusation, et à la défense. C'est précisément là que se décidait le sort de Ryan Lewis et de ses parents. C'est précisément là que se formulait la réponse définitive qu'attendaient tous ceux qui suivaient cette histoire. Les audiences commencèrent au tribunal de district de la ville de Normand. Dans la salle entrèrent procureurs, avocats, témoins, experts. Les journalistes qui réussirent à entrer à l'intérieur notaient une atmosphère inhabituelle, à la fois professionnelle et extrêmement tendue. Chacun comprenait que ce n'était pas une affaire ordinaire. La ville, où pendant des décennies ne se fixait presque pas de crimes graves, était maintenant devenue la scène d'un procès retentissant dont parlaient non seulement les voisins, mais aussi les habitants de tout le comté. La première étape des audiences fut consacrée à la démonstration des indices rassemblés. Les procureurs lurent successivement les procès-verbaux de perquisition, expertise ADN, conclusion trasologique. Aux jurés furent montrées des photographies de la chaînette trouvée, du journal, clichés comparatifs des traces de chaussures. Dans le procès verbal furent proclamés même des extraits de correspondance qui indiquaient indirectement que Ryan connaissait certaines circonstances connues seulement de l'enquête.
L'atmosphère devenait de plus en plus lourde et avec chaque nouveau détail, il devenait évident. Les preuves étaient non seulement nombreuses, elles se confirmaient mutuellement. Puis intervinrent les experts. Le tribunal entendit criminalistique, généticien, graphologue. Chaque spécialiste parlait dans la langue sèche de la science, mais dans l'ensemble, leurs témoignages produisaient une impression stupéfiante. Le graphologue confirma la paternité du journal. Le généticien communiqua la coïncidence complète de l'ADN sur le bijou avec l'ADN de la victime. Le tracologue décrivit les défauts uniques de la semelle des baskets coïncidant avec les traces sur le lieu de l'incident. Dans cet ensemble de faits, il n'y avait pas d'émotionnalité, seulement logique et chiffres. Mais c'était précisément leur force qui détruisait toute tentative de la défense de présenter l'affaire comme hasard ou malentendu. Quand arriva le tour de la défense, les parents et avocats de Ryan tentèrent de construire une explication alternative. Ils affirmèrent que les objets trouvés avaient tôt pu arriver chez lui par hasard, que le journal était plutôt des fantaisies que de vrais plans, que la coïncidence des chaussures avait pu être une erreur. Mais tous ces arguments se brisaient contre la chaîne dure, presque mécaniquement claire des preuves. Les procureurs soulignaient encore et encore. Trop de coïncidences, trop de faits confirmés par des expertises indépendantes. Une attention particulière fut accordée au rôle des parents. On leur rappelait les plaintes des voisins, les trouvailles étranges, le fait qu'ils savaient, mais n'avaient pris aucune mesure. Le parquet insistait. Leur inaction et refus d'intervenir devint un facteur clé qui permit aux événements tragiques de se développer. Ainsi, sur le banc des accusés se trouvait factuellement non seulement une figure, mais toute la famille. Après tous les interrogatoires et débats, arriva le moment de vérité. Le tribunal se retira pour rendre la décision. Habituellement, cette procédure prend quelques heures, mais cette fois l'attente se prolongea. Dans la salle régnait le silence, les gens s'entreregardaient, mais personne n'osait discuter à voix haute de ce qui devait retentir. L'atmosphère rappelait une pause prolongée avant le coup de marteau, et chacun comprenait « devant ». Moment décisif, le verdict fut lu officiellement, sans émotion, mais son contenu s'avéra clé. Ryan Lewis reconnut coupable sur tous les points principaux d'accusation. Le tribunal qualifia ses actions comme homicide par imprudence et confirma les faits de mauvais traitement envers les animaux. Les parents furent aussi reconnus coupables. Leur négligence et refus d'arrêter ce qui se passait reçurent une évaluation juridique. Puis, suivit l'annonce des sanctions concrètes. Ryan reçut une peine jusqu'à l'âge de majorité dans un établissement fermé pour mineurs avec passage obligatoire de programmes psychiatriques. Les parents furent condamnés à une lourde amende et privation de tutelle sur leur fille cadette. Le tribunal estima qu'ils n'avaient pas fait face à leurs obligations et devaient prendre à porter la responsabilité des conséquences. Ces mots devinrent le point final. L'affaire officiellement fermée et les matériaux envoyés aux archives. Mais elle n'était fermée que juridiquement. Pour la famille Lewis, cette décision devint un stigmate qui resterait avec eux pour toujours. Pour les voisins, un rappel que même dans un quartier tranquille et prospère peuvent se produire des événements brisant la sensation habituelle de sécurité. Pour la ville, cela devint l'affaire la plus retentissante des dernières décennies, affaire qui changea la perception de la tranquillité de Norman. Le tribunal mit le point dans la partie juridique de cette histoire, mais les conséquences pour tous les participants continuaient à vivre. C'est précisément elles qui deviennent l'étape importante suivante, ce qui sort déjà du cadre des documents, mais détermine comment les gens vivront après ce verdict. Le verdict fut annoncé, mais cela ne signifiait pas que la vie revenait dans son cours habituel. En réalité, tout ne faisait que commencer. Chaque rue, chaque cour, chaque coin de ce quartier fut pour toujours marqué par cette histoire. Les gens ne pouvaient plus regarder les maisons voisines comme auparavant. L'ancienne certitude et sentiment de sécurité disparurent, laissant à leur place prudence et méfiance. La famille qui s'était trouvée au centre du processus retentissant ne supporta pas la pression. Leur maison, jadis soignée et entretenue,
se mit soudain à rappeler ce qui était arrivé. Elle sembla perdre sa chaleur, s'entourer de mauvaise réputation. Leur boîte aux lettres se vida, car les voisins évitaient même un contact minimal. Personne ne voulait leur louer un logement ou les aider dans les affaires quotidiennes. Il ne leur restait qu'une chose, partir. Et ils partirent, laissant après eux un vide. Et pour les voisins, soulagement et en même temps inquiétude. Car avec leur départ, disparaissait la possibilité d'observer d'une façon ou d'une autre la situation. Les habitants restants tirèrent les conclusions. Dans les cours apparurent des caméras auxquelles personne n'avait pensé auparavant. Les parents devinrent plus attentifs à ce que faisaient et avec qui passaient leur temps leurs proches. Les habitants des rues, habitués autrefois à laisser les portes non verrouillées, commencèrent à installer de nouvelles serrures, grilles et alarmes. C'était une sorte de manière collective de lutter contre ce qui s'était installé dans leur mémoire, la peur. La presse locale revint longtemps encore à cette affaire. Les journaux imprimaient de nouveaux matériaux, la télévision diffusait des reportages, et dans les cafés et salons de coiffure de la ville, les discussions ne s'apaisaient pas. Les gens débattaient, quelqu'un voyait en cela une tragédie provoquée par la maladie, quelqu'un, manifestation de cruauté froide et consciente. Mais une chose unissait tous. Cette affaire ne laissa personne indifférent. Elle devint le symbole de ce que dans la vie habituelle et tranquille peut se cacher les ténèbres. La question la plus torturante restait ouverte. Pourquoi ? Les expertises donnèrent différentes versions. Certains psychiatres affirmant qu'il s'agissait de graves troubles psychiques qui poussaient inévitablement le figurant à de semblables actions. D'autres insistaient qu'il n'y avait aucune maladie, qu'ils avaient en devant eux une personne capable de choix conscients et allant consciemment à des pas qui donnèrent à la chair de poule. Les notes trouvées dans le journal ne donnaient pas non plus de repos. Il y avait une froideur systématique qu'il était difficile d'expliquer seulement par un trouble. Elle révélait une séquence, un plan, un calcul dur. Mais en même temps, dans quelques fragments perçait le caractère chaotique, comme si le monde intérieur de l'auteur se déchirait en morceaux. Et c'est en cela que résidait la plus terrible incertitude. Personne ne put décider définitivement ce qui exactement l'animait. Au sens juridique, tout est parfaitement clair. Le coupable est puni, le crime révélé, toutes les preuves alignées en chaîne solide. Mais au sens humain, moral, il n'y a pas de clarté. Ce cas devint un rappel que le mal peut être près, dans la maison la plus ordinaire, derrière la porte voisine, et que nous ne sommes pas toujours capables de comprendre jusqu'au bout sa nature. C'est précisément cela qui est l'héritage de cette histoire. Elle laissa après elle non seulement un verdict judiciaire et des coupures dans les journaux, mais aussi une question qui ne cicatrise pas, qui ne donne pas de repos même des années après. Le coupable est condamné. L'affaire fermée. Mais l'explication qui aurait pu mettre le point ne fut jamais trouvée. Et c'est pourquoi cette histoire continue à vivre dans les conversations, dans la mémoire et dans la peur. Elle est comme une ombre qui reste même quand s'éteint la lumière.